Place maintenant à l'invité au cœur de l'info, avec qui on va reparler ce soir de ces guerres multiples et de cette actualité brutale qui caractérise notre époque. Violation de souveraineté territoriale, invasion, frappe en dehors de tout cadre international, impunité, une accélération inquiétante des relations internationales et un monde où c'est la loi du plus fort qui règne la plupart du temps. Alors assiste-t-on à la fin d'un monde? C'est le titre en tout cas de l'ouvrage de notre invité ce soir, témoin en tant que journaliste, reporter et correspondant des soubresauts et des tourments de notre monde sur le dernier demi-siècle. Pierre Aski, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur France 24. Je le rappelle, éditorialiste sur France Inter, président aussi de Reporters sans frontières et désormais youtubeur, Pierre Aski, avec votre chaîne Le Monde de Pierre Aski. Merci encore d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et donc, je rappelle votre ouvrage qui sort aux éditions Stock, La fin d'un monde. C'est celui sorti de 1945, création notamment de l'ONU, de toutes ces institutions internationales, de ces règles de droit qui, depuis et jusqu'à il y a peu, régissaient encore les relations internationales, des règles que ces dernières années ont fait véritablement voler en éclats. Oui, parce qu'on a plusieurs contestations simultanées de cet ordre international. C'était d'abord les pays du Sud qui disaient vous l'avez créé en 1945, il y avait 50 États aux Nations Unies, il y en a 200 aujourd'hui, on était dans le monde colonial, nous n'étions pas autour de la table et nous n'y sommes toujours pas. Le Conseil de sécurité est toujours incarné par les 5 pays, les mêmes qu'en 1945. Ensuite, on a eu la contestation des ce que j'appelle les prédateurs, c'est-à-dire la Chine ou la Russie, qui disaient que cet ordre international était trop favorable aux Occidentaux et en particulier aux États-Unis. Et tout d'un coup, on a Donald Trump qui arrive et qui, lui aussi, dit « mais je veux renverser la table ». Et je m'affranchis de toutes ces règles qui ont été construites pendant toutes ces années depuis 1945. Et donc on a effectivement la fin d'une époque et on ne reviendra pas en arrière. C'est-à-dire que après cette période de chaos, il faut bien le dire, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faudra construire un nouvel ordre international qui dépendra à la fois des rapports de force, de l'incapacité ou pas de ces géants, de ces empires renaissants que sont les États-Unis, la Chine ou la Russie, et de nous, le reste du monde, ceux qui ne veulent pas nécessairement choisir entre Washington et Pékin, par exemple. Et la guerre actuelle au Moyen-Orient, c'est l'illustration de cette bascule du monde que vous décrivez? Oui, pour 2 raisons. La première, c'est qu'effectivement, comme les précédentes, elle s'affranchit du droit. Vladimir Poutine avait donné l'exemple avec l'invasion de l'Ukraine, violant la charte de l'ONU, le rapt de Nicolas Maduro au Venezuela de la même manière. Et là, on a de nouveau une guerre qui n'est approuvée, sanctionnée par personne. Le Conseil de sécurité n'a pas été consulté avant, etc. Et de l'autre côté, on a aussi une volonté de Donald Trump de montrer la puissance américaine. Je pense qu'il y a dans la démarche de Donald Trump, que ce soit au Venezuela, en Iran, demain à Cuba, puisqu'il l'annonce déjà, la volonté de montrer que c'est la puissance hégémonique mondiale et qu'on a tous, tout le reste du monde, intérêt à faire ce qu'il veut et à faire ce qu'il dit. Ce qui est une rupture totale avec le monde du multilatéralisme où les relations entre les nations étaient régies par les traités, les accords, les organisations cadres comme les Nations Unies, l'OMC ou d'autres. Et c'est plutôt paradoxal, Pierre Aski, que ces règles internationales héritées de 1945 soient aujourd'hui contestées par la puissance qui a elle-même créé ces règles? Oui, tout à fait, mais on a eu l'explication en fait dès le début. Le 19 janvier l'année dernière, donc la veille de l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, Marco Rubio, le secrétaire d'État, était devant le Sénat américain. Et il fait une déclaration où il dit « L'ordre de 1945 est non seulement obsolète, mais il est devenu une arme utilisée contre nous. Il nous faut donc changer de l'ordre international. » Donc on était prévenus dès le début et on ne l'a pas tout de suite compris. Et on a vu tout d'un coup ce président qui a renié ses alliances, ses amitiés, les Européens sont traumatisés par ça, par le fait que tout d'un coup, leur protecteur est aussi leur adversaire. Et les traite avec mépris et avec violence. Et Trump s'est progressivement affranchi de toutes ces règles. Il a dit, il y avait une interview de lui en janvier dans le New York Times,
C'était intéressant parce qu'il a de mauvais rapports avec le New York Times, mais il les a reçus pendant 2 heures. Et il leur a dit, le droit international n'est plus mon affaire. Et un journaliste lui a demandé, mais quelle est votre limite si c'est plus le droit international? Et il a répondu, c'est ma moralité personnelle. Ce qui en dit long, parce que chacun peut juger, mais enfin la moralité personnelle de Donald Trump n'est pas forcément le critère universel que je choisirais. Un monde donc moins lisible, moins intelligible aussi du fait voilà, du caractère erratique de Donald Trump, un monde plus incertain aussi que jamais, vous diriez cela? Oui, c'est toujours compliqué de dire ça, parce que le monde est toujours plein de surprises. Quand il y a eu la chute du mur de Berlin, aujourd'hui on s'en souvient comme d'un moment heureux, parce que les peuples ont retrouvé la liberté, l'Europe s'est réunifiée, ça a entraîné la résolution de conflits ailleurs dans le monde, parce qu'il n'y avait plus la guerre froide. Mais il faut se souvenir que ça a été un grand moment d'incertitude, ça a été un grand moment de trouble, parce que on craignait le retour des guerres de frontières, on craignait que le nucléaire soviétique s'éparpille dans la nature parce que les ingénieurs soviétiques n'étaient plus payés. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes, et il y a eu un flottement pendant quelques mois qui a été très bien géré, il faut bien le dire, par les dirigeants de l'époque, qui ont été Gorbatchev en Union soviétique. Alors justement, pardonnez-moi de vous couper, mais c'est le moment du coup d'introduire votre carte blanche, qui est justement qui fait référence à cette période de la guerre froide, comme un écho. Hein, vous allez l'expliquer à l'époque actuelle. Vous avez voulu revisionner donc des images justement de Mikhail Gorbatchev, qui reçoit donc à Kiev François Mitterrand. On est en décembre 1989. On voit donc derrière vous ces images avec donc cette chapka repositionnée, qui était dans le mauvais sens, repositionnée sur la tête de François Mitterrand. Justement, développé par rapport à ce que vous étiez en train de dire, quel écho par rapport à l'époque actuelle? J'étais sur place à Kiev, j'avais suivi la visite de François Mitterrand, et ce geste qu'on vient de voir, où quand Mitterrand descend de l'avion, Gorbatchev lui tourne la chapka qu'il avait mise à l'envers, c'était un geste d'affection qui était destiné à montrer que Gorbatchev et Mitterrand s'entendaient sur le dos de Kohl, qui était le chancelier allemand de l'époque, qui voulait accélérer la réunification. Et l'Allemagne, la France et la Russie ne voulaient pas, et l'Union soviétique ne voulaient pas que ça aille trop vite. Et donc, on était dans cette incertitude. Il y a eu des bras de fer, il y a eu des moments de forte tension, mais on avait des gens responsables. Gorbatchev a été un dirigeant dont l'histoire retient qu'il a été particulièrement responsable. Kohl, en Allemagne, malgré ces moments de tension, a été également un leader très responsable. Mitterrand, aux États-Unis, on avait Bush père, qui a également joué un rôle absolument majeur, et Margaret Thatcher, qui, malgré sa réputation, a été aussi responsable. On avait 5 dirigeants qui se sont entendus pour que cette période reste raisonnablement, et elle s'est bien terminée. Et aujourd'hui on a exactement l'opposé. Parce que règne aussi l'impunité. On a des dirigeants comme Vladimir Poutine ou Donald Trump, pour prendre les deux plus caricaturaux. On a un ordre international qui, on en a parlé, qui a disparu. Et donc, on est dans une incertitude qui se double d'inquiétude, parce qu'il y a des guerres, et que dans cette disparition de l'ordre multilatéral émergent des guerres. On voit surgir des guerres inattendues qui n'auraient peut-être pas existé autrement. Aujourd'hui, ça passe un peu inaperçu, parce qu'il y a cette guerre d'Iran qui domine tout. Mais la semaine dernière, le Pakistan a bombardé Kaboul, et 400 morts dans un hôpital. Vous voyez, c'est des phénomènes qui font écho au fait qu'il n'y a plus de règles. Et donc, vous avez un problème avec votre voisin, vous le bombardez, vous l'envahissez. Il y a des tensions aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique qui sont absolument majeures. On parle de nouvelles guerres entre l'Éthiopie et ses voisins pour l'accès à la mer. On est dans une confusion et un chaos généralisé dans le monde, par la disparition de ces règles. Selon vous, Pierre Aski, parmi les grands périls qui marqueront les décennies à venir, la montée de l'autocratie, la manipulation aussi de la vérité. Beaucoup d'ailleurs comparent notre époque à 1984 de George Orwell. Oui. Cette comparaison, vous y pensez souvent? Oui, parce que l'une des caractéristiques de notre époque, c'est la montée des réseaux sociaux, et à travers eux, l'amplification d'un phénomène qui a toujours existé, qui était la désinformation, la manipulation de l'information. Ça a toujours existé, sauf que là, on a aujourd'hui des outils
absolument extraordinaire à l'échelle mondiale. On a l'intelligence artificielle qui arrive et qui est en train de décupler encore cette puissance, et avec un effet délétère, c'est-à-dire que on sait aujourd'hui, mais de manière presque scientifique, que le contrepoison est moins efficace que le poison. Et donc on est dans un monde dans lequel les conflits sont attisés, les conflits à l'intérieur des nations et entre les nations, entre les communautés, sont attisés par cette désinformation. C'est sans doute une des choses les plus inquiétantes, je trouve, de notre époque. Parce que on voit bien dans la stratégie, par exemple, de Poutine, il y a ce qu'on appelle des guerres hybrides. Les guerres hybrides, c'est que vous pouvez envoyer un missile, mais vous pouvez aussi envoyer une fausse information par des réseaux. Et s'ingérer dans de nombreuses élections. Exactement. En Europe, notamment. Et je pense que nous, en France, qui avons une élection présidentielle importante l'année prochaine, auront certainement affaire à ce type de désinformation. Alors, vous avez été durant de nombreuses années correspondant en Chine. Ça vous a beaucoup marqué. Oui. La Chine, elle profite, vous diriez, du chaos actuel? Oui, pour deux raisons. La première, c'est que la Chine adore quand les États-Unis sont engagés dans une guerre au Moyen-Orient, parce que elle dépense énormément d'argent et elle ne se focalise pas sur le terrain de leur rivalité entre la Chine et les États-Unis, qui est la technologie, qui est la puissance économique, qui est le commerce. Et donc, pendant les années 2000 et 2010, quand les États-Unis menaient la guerre en Afghanistan et en Irak, c'est le moment où la Chine a explosé économiquement et a connu cette croissance absolument fulgurante. Et aujourd'hui, on entend cette voix en Chine qui dit tiens, ils sont tombés de nouveau dans ce piège de la guerre au lieu d'être sur l'économie. La deuxième raison, c'est que la politique américaine est tellement erratique, tellement imprévisible, qu'il n'est pas très difficile à la Chine d'apparaître comme un pôle de stabilité dans ce monde et de prévisibilité. C'est-à-dire que vous savez ce que la Chine va faire, là où vous ne savez pas ce que Donald Trump va décider dans la demi-heure. Et Donald Trump devait d'ailleurs se rendre en Chine pour à la fin rencontrer, à la fin du mois, Ouais. Xi Jinping, déplacement qui a été donc reporté. Voilà. Quelle lecture est-ce que vous donnez à cela? Alors, il est évident Et que... c'était quoi les enjeux principaux? Il est évident que Donald Trump ne voulait pas aller en Chine pendant que se déroulait la guerre en Iran, parce que ça le mettait en position de faiblesse. Alors que l'enjeu de cette visite est capital. Je pense que c'est sans doute l'événement diplomatique le plus important de tout le mandat de Donald Trump. Parce que vous avez ces deux puissances qui sont les deux vraies rivales du XXIe siècle, et si elles n'arrivent pas à s'entendre sur la manière de rivaliser, le risque de guerre est possible. Vous savez, il y a cette théorie qui est parfois contestée, mais qui s'appuie sur Thucydide, qui était un penseur de la Grèce antique, etc., qui disait que lorsqu'une puissance montante défie une puissance dominante, la guerre est inévitable. Il s'appuyait sur la guerre entre Sparte et Athènes. Et c'est une théorie qui revient régulièrement dans l'actualité, parce qu'on voit bien que ces deux pays sont très similaires. Sur la technologie, sur le militaire, sur le fait de vouloir être la puissance dominante de ce monde. Et là, Trump avait une occasion non pas de régler les problèmes avec la Chine, ils ne se régleront pas en une visite, mais en tout cas de remettre la relation sur des rails de dialogue et non pas de confrontation. Dans ce monde dominé par plusieurs puissances prédatrices que vous venez de décrire, que peut faire la France pour survivre? Et puis votre regard, par exemple, sur ces initiatives diplomatiques actuellement du président Macron pour tenter d'influer sur ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient? Que peut faire l'Europe aussi? Je pense que la bonne échelle, c'est évidemment l'Europe. C'est-à-dire que c'est l'Europe qui pourrait, j'utilise le conditionnel, qui pourrait jouer un rôle dans cette période de redéfinition de l'ordre mondial. Le problème, c'est que l'Europe est divisée, parfois incohérente, elle a du mal à assumer l'idée de devenir une puissance dans ce monde. Alors la France a un rôle particulier dans cette Europe, et on l'a vu récemment à un moment qui, je pense, était absolument capital. C'est le discours qu'a fait le président Macron sur le nucléaire, sur la force de dissuasion française, qu'il a étendue de fait à 8 pays européens qui ont accepté cette offre. Pensez que
l'Allemagne et la Pologne, pour en prendre deux des principaux, acceptent l'idée que des avions militaires français porteurs d'une charge nucléaire puissent être stationnés sur leur territoire pendant une période de crise, c'est une véritable révolution mentale pour l'Europe, qui dépendait entièrement de la dissuasion américaine. Et c'est la grande différence entre la France et le reste de l'Europe. C'est que les Français ont la force de dissuasion, mais on est les seuls au sein de l'Union européenne. Si vous êtes allemand, portugais ou danois, votre défense ultime, elle est sur le bureau du président des États-Unis. Et quand ce président s'appelle Donald Trump, vous cherchez autre chose, et c'est là que la France entre en jeu. Donc il y a peut-être, c'est toujours la même chose avec l'Europe, elle a besoin d'un adversaire, elle a besoin d'un ennemi commun pour passer le cap, passer à un cap supérieur. Est-ce qu'elle en sera capable cette fois-ci? C'est le vrai grand défi de notre époque. Allez, une dernière question peut-être un peu plus personnelle et qui se rapporte donc à votre livre, qui se situe entre l'essai de géopolitique et les mémoires. Un livre donc personnel, je le disais, vous évoquez notamment votre enfance à Tunis, où vous êtes né en 1953. Vous nous avez d'ailleurs transmis une petite photo qui va apparaître à l'antenne 3 ans plus tard. Indépendance du pays, c'est le moment de la décolonisation. Vous dites que tout cela a façonné votre rapport au monde. Oui, alors la photo, c'est je suis enfant avec mon grand-père. Mon grand-père avait un magasin de tissus qui s'appelait le Comptoir des Élégantes, et donc il était toujours lui-même très élégant parce qu'il était la vitrine de son commerce. Oui, la Tunisie a paradoxalement joué un rôle majeur parce que je l'ai longtemps nié, je l'ai longtemps enfoui, et plus j'y pense, plus effectivement ça a déterminé mon rapport au monde, parce que je suis venu à Paris à l'âge de 12 ans, et j'étais différent, évidemment, parce que j'avais grandi dans un autre pays, que ce pays avait connu une transformation. Vous savez, quand vous grandissez dans un pays qui n'a pas changé géographiquement, mais qui n'est plus le même que celui que vos parents ont connu, ça provoque énormément de bouleversements dans votre tête et dans votre regard au monde. Et je pense que ça m'a aidé peut-être à comprendre la diversité du monde et de l'appréhender peut-être de manière plus douce que ceux qui l'ont peut-être subi dans les flux de l'actualité. Moi, je l'ai vécu dans mon enfance. Merci infiniment, Pierre Aski, d'être venu nous voir ce soir sur France 24 et d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle donc votre ouvrage qui vient de paraître, un ouvrage donc à la fois sur notre monde, un ouvrage aussi personnel, on vient d'en parler, aux éditions Stock, La fin d'un monde. Merci.